Qui n'a pas eu de problème de mot de passe? Qui n'a jamais vu dans les médias une entreprise qui se fait pirater et qui perd complètement ses données? Qui n'a jamais vu un hacker dans les films qui est en train de pirater des systèmes informatiques? Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons intéresser le sujet de la cybersécurité. Donc c'est quoi un hacker? C'est quoi une cyberattaque? Et quels sont les enjeux de la sécurité informatique? C'est la question que je vous propose aujourd'hui d'adresser avec notre guest Samba Koita. Sans plus tarder, faisons la découverte de Samba qui va nous parler de beaucoup d'anecdotes, beaucoup de sujets très intéressants, très passionnants de la cybersécurité. Vous saurez après ce podcast comment vous protéger et surtout comment faire attention au quotidien pour que vous ne fassiez pas l'objet de cyberattaques. Bonjour à tous et bienvenue sur Yellow Voice. Notre guest d'aujourd'hui, c'est Samba. Samba aura l'occasion de nous parler de beaucoup de choses, notamment de la cybersécurité. Donc, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, un expert. La cybersécurité, ça va être démystifié par une personne qui sera Samba. Sans plus tarder, Samba, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi? Merci beaucoup, Seydou, et très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Et en fait, j'avais vu les épisodes précédents aussi, donc je suis très très heureux d'être là. Alors moi, c'est Samba Koita, donc je suis franco-malien. Donc j'ai fait mes études, on va dire le lycée, j'ai fait au Mali, j'ai fait mon bac à Ikovi, et par la suite, je me suis envolé vers le Maroc pour poursuivre des études. Euh, L'idée, c'était plutôt de faire télécom, parce qu'à l'époque, pour ceux qui se rappellent, on va dire en 2006, par là, c'était le boom des télécoms en Afrique, notamment au Mali, avec Icatel qui était là, avec la Sotelma qui avait été rachetée par Maroc Télécom, etc. Et donc, l'objectif principal, c'était d'aller sur le Maroc, avoir un diplôme d'ingénieur télécom et de retourner au pays. Et donc, c'est comme ça que je me suis envolé vers le Maroc et que finalement, peut-être on aura l'occasion d'en reparler. Je suis resté au Maroc, j'y ai travaillé quelques années avant de revenir sur la France. Donc voilà, franco-malien, marié, papa d'une petite fille et puis euh, on va dire très très intéressé ou passionné par la cybersécurité. Très bien. Effectivement, moi, je me rappelle, hein, pour compléter, c'était vraiment ça. À l'époque, quand tu demandais en 2008, quelqu'un qui travaillait dans les télécoms, c'était quelqu'un qu'on voyait comme un ingénieur en télécom, c'était vraiment le Graal. Donc, et progressivement, il y a eu de l'informatique. Et donc, toi, comment tu as fait la transition justement de ce shift entre, au départ, ta volonté première, ton projet de départ qui était d'être ingénieur en télécom, à aujourd'hui, on parle de cybersécurité. Cybersécurité, ça vient un peu plus tard, parce que avant, on était plus sur du réseau avec de la sécurité réseau, et ensuite cybersécurité qui maintenant devient tout un domaine très large qui adresse beaucoup de problématiques. Comment ça s'est fait en fait concrètement? Comment est-ce que tu as atterri dans ce domaine? C'est une excellente question. Alors, je vais parler un peu de la genèse parce que lorsque j'ai appris mon bac, du coup, je me suis retrouvé dans le sud du Maroc, à Agadir, dans une école qu'on appelle l'école polytechnique privée d'Agadir, qui faisait partie du groupe ISIAM. Pour ceux qui sont passés par Agadir, ils connaissent certainement. Et donc, j'ai une licence en génie informatique. Euh, et malheureusement, dans cette école, il n'avait pas de filière de télécom. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Rabat, dans une autre école, qui, celle-là, du coup, avait la filière de télécommunication au niveau master. Et donc, pour mon projet de fin d'études, comme c'est le cas, je pense, dans beaucoup d'écoles à travers le monde, donc j'ai dû faire un stage dans une entreprise. Et donc, j'ai fait un stage dans une entreprise marocaine, du coup, qui avait un volet cybersécurité, mais qui c'était aussi un fournisseur de services Internet. C'est là vraiment où j'ai mis le pied à l'étrier dans la cybersécurité. C'était la mise en place d'un système d'authentification forte. Alors là, donc là, du coup, on était en 2011. Et aujourd'hui, ça peut paraître quelque chose d'assez trivial, parce que lorsque vous faites des transactions en ligne ou bancaires, par exemple, vous recevez certainement un SMS ou une notification dans le téléphone pour confirmer que c'est bien vous qui êtes à l'origine de la transaction. En 2011, c'était pas forcément le cas, et moi, mon objectif, c'était vraiment de sécuriser l'accès des administrateurs qui accèdent à des systèmes critiques. Et à la suite de cela, l'entreprise m'a offert un emploi.
Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler au Maroc. Donc avant même mon diplôme, c'est une anecdote que je raconte souvent euh, lors de la soutenance, comme c'est le cas aussi à travers le monde, qui généralement c'est un événement assez solennel, etc. Où des fois vous avez la famille, les amis qui sont là. Moi, dans mon cas, je travaillais déjà. Et donc, j'ai dû prendre une permission de 2 heures pour aller faire la soutenance et retourner à la maison. Enfin, à la maison, retourner au bureau. Et donc, c'est comme ça que vraiment, je me suis retrouvé euh, dans la cybersécurité. Au début, en travaillant un peu sur le réseau, en regardant aussi dans l'équipe ce que les collègues y faisaient et en essayant d'apprendre. Donc ça, je pense qu'il y a une leçon que je voudrais partager peut-être avec les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, parce que peut-être certains d'entre eux vont se retrouver dans les entreprises, peut-être c'est des juniors, ils vont trouver voilà des experts qui sont dans le domaine, etc. Et moi, très vite, j'avais vu dans cette boîte que pour me faire ma place, il fallait que je puisse apprendre ce que chacun des experts était capable de faire, parce que chacun avait un peu son précaré. Et je me rappelle, on disait, voilà, pour tel équipement, faut aller voir telle personne, pour telle chose, il faut aller voir l'autre personne. Moi, j'arrive et très vite, je me dis, moi, il me faut, à défaut d'être la personne qu'on va aller voir pour tel équipement, je dois être la personne qui peut remplacer tous les autres experts s'ils sont pas là. Alors, évidemment, il y a eu des vents contraires, certains ne voulaient pas forcément que ça arrive, mais c'est comme ça que je me suis fait ma place. Et par finir, en fait, lorsque quelqu'un partait en vacances, finalement, le chef disait, oh, bah, c'est pas grave, Samba, il est là, il pourra faire le projet. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier et que j'ai commencé à développer un peu mon expertise dans le domaine. Et aujourd'hui, on parle de cybersécurité. Selon toi, pour un enfant de 5-6 ans, comment est-ce que tu lui expliquerais la cybersécurité et quels sont les enjeux aujourd'hui de la cybersécurité? Je pense que c'est une excellente question et il y a différents volets en matière de cybersécurité. De façon assez scolaire, on parle en fait de ce qu'on appelle du triade confidentialité, intégrité et disponibilité. Bon, ça c'est plutôt au niveau de l'école. Ce que je dirais pour un enfant, c'est l'ensemble des mesures qu'on peut mettre en place pour protéger son information, d'accord? Et pour aussi empêcher que ces informations sensibles puissent être accédées par des personnes qui ne devraient pas pouvoir accéder. Je sais que c'est une très longue phrase, mais quelque part, pour un enfant de 5 ans, je lui dirais, par exemple, écoute, aujourd'hui, tu n'as peut-être pas de téléphone. Je ne recommande pas forcément d'avoir un téléphone pour les enfants, mais si tu vas sur, pas forcément les réseaux sociaux, mais en tout cas, par exemple, sur le site web de l'école, lorsque tu vas y aller, peut-être que tu vas renseigner des notes. Donc ça, c'est un système d'information qui est mis à disposition. Donc la cybersécurité, c'est l'ensemble des mesures que l'école va mettre en place pour empêcher que les personnes malveillantes puissent accéder à ce système. Et aujourd'hui, cybersécurité, généralement, on voit quelqu'un avec un hoodie caché, comme dans les films, qui tape des choses sur son clavier. Et à la fin, il y a des lignes de code qui sont là. Et ça fait un peu rêver, ça fait aussi des fois peur. Et on les appelle les hackers. Concrètement, c'est quoi un hacker? Alors ça, c'est une excellente question. Et après, dans les films, forcément, c'est assez caricaturé. Et d'ailleurs, bah, la plupart des hackers, c'est pas forcément des gens qui ont des goodies, c'est des gens qui ressemblent, bah, qui nous ressemblent à tous les deux, hein, qui sont des personnes totalement, on va dire, ordinaires. Euh, sur la partie des hackers, en fait, tu vas avoir plusieurs catégories. Tu vois, tu vas avoir par exemple les white hats, donc ça veut dire entre guillemets les gentils, qui eux, ils vont avoir l'expertise de pouvoir entrer par effraction dans certains systèmes, mais qui vont le faire pour aider les responsables de ces systèmes-là à mieux les sécuriser. Donc là, on va avoir des gentils d'un côté. Et d'un autre côté, on va avoir des hackers, on va dire, qui sont un peu du côté obscur de la force. Et donc ça va être des gens qui, par exemple, peuvent lancer des attaques de type ransomware. Donc, ils vont aller, par exemple, prendre le contrôle de vos données, les chiffrer, vous demander de payer l'argent, payer une rançon pour pouvoir y accéder. C'est des gens aussi qui peuvent être peut-être des activistes, donc qui sont contre une certaine cause, donc ils vont attaquer les sites web et qui vont dans l'idée de pouvoir changer la page web et puis mettre les messages qu'ils le souhaitent. Et après, de façon plus globale, hein, on va aussi avoir au niveau des États, on va avoir des équipes
de hackers, on peut le dire. Et dans la plupart des États, vous avez des spécialistes qui sont là, qui vont lancer des attaques en direction de d'autres pays. Aujourd'hui, on l'a vu avec ce qui se passe en Ukraine, on le voit avec la Russie, on le voit avec l'Iran, on le voit avec la Corée du Sud, on le voit avec la Chine, on le voit avec les États-Unis, on le voit dans tous les pays. Donc, beaucoup commencent à avoir leur cyber force, donc des équipes spécialisées qui non seulement vont pouvoir lancer des attaques de façon offensive, mais aussi vont pouvoir protéger les systèmes d'information de ces pays. Parce que tu n'es pas sans savoir aujourd'hui que c'est d'ailleurs un sujet, on va dire, chaud en ce moment en France, avec les hôpitaux qui se font attaquer, etc. Et donc, ça devient des systèmes d'importance vitale dans beaucoup de pays, le système d'information, et ce qui fait que du coup, les pays aujourd'hui vont développer des mesures pour pouvoir protéger ces environnements-là. Donc, un hacker, c'est pas forcément quelqu'un, un jeune de 13 ans qui a un hoodie, etc., et qui va essayer de craquer le code, même s'il y en a, d'accord? Et ce que j'aimerais aussi dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que en matière de cybersécurité, c'est vrai qu'il y a le volet technique, mais aussi vous avez toute la partie gouvernance au niveau de la cybersécurité. Donc, c'est pas forcément des personnes qui sont extrêmement techniques avec des lignes de code, etc., mais c'est plus des personnes qui vont définir le cadre général et les politiques, les stratégies de cybersécurité dans les entreprises. Pour résumer, il y a différentes catégories de hackers. On va dire il y aura des gentils d'un côté, on va avoir d'autres personnes, les méchants, qui vont essayer d'accéder de façon frauduleuse au système. Et entre les deux, vous avez des personnes qui peuvent définir la stratégie de cybersécurité de l'entreprise et des personnes qui vont, au niveau technique, installer et configurer le matériel. Moi, ce que j'aimerais surtout aussi dire, c'est que pour un peu compléter ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'il y a deux façons aussi de voir les choses. C'est-à-dire, il y a la cybersécurité telle qu'on voit euh, dans les médias, dans les films, il y a la réalité. Donc, je pense que tu as dû aussi, dans la réalité, voir une vraie cyberattaque. C'est pas aussi sexy comme on le voit dans les films. C'est pas non plus quelque chose où on essaye de jouer au jeu du chat et de la souris. Non, je pense que c'est quand même des enjeux avec des vraies données, avec des vraies personnes. Si on prend par exemple le cas d'un service public, des données de sécurité sociale qui sont volées ou des données de personnes, de cartes d'identité qui sont volées, ce n'est pas du jeu. Et donc justement par rapport à ça, est-ce que tu as des anecdotes ou des vrais cas où on parle d'impact très important du fait que l'entreprise n'ait pas protégé ses données? Oui, on discutait tout à l'heure par rapport aux attaques de type ransomware, euh, où on va avoir un acteur malveillant qui va s'introduire dans le système et en fait personne ne l'a vu, qui rentre, qui commence à chiffrer les données. Et donc à partir de ce moment-là, il y a panique parce que les serveurs commencent à s'éteindre les uns derrière les autres, les machines, les utilisateurs, avec un message qui s'affiche sur l'écran et qui dit que voilà, vos données ont été prises en otage, merci de payer telle somme, sinon vous n'allez pas y avoir accès. Donc ça, c'est vraiment l'une des attaques aujourd'hui qui fait le plus peur, parce que encore une fois, beaucoup d'entreprises aujourd'hui euh, auront du mal à survivre sans leur système d'information. Et il y a même des cas où dans des hôpitaux, donc les personnes, les dossiers des patients, tout ça, c'était informatisé, et donc ils ont été obligés de revenir sur la prise en charge papier. Et malheureusement, certaines personnes n'ont pas pu être prises en charge dans ces hôpitaux-là qui étaient sous attaque et qui ont été aiguillés vers d'autres endroits. Et donc oui, c'est pas comme effectivement, c'est pas comme à la télé. Et moi d'ailleurs, hein, au fil des années, parce que bon, ça fait depuis 2011 que je fais ça, le type d'attaque qu'on voit a aussi changé et même la façon de se protéger a aussi changé. Euh, je te donne une autre anecdote, c'est qu'avant, on se disait, on était vraiment focus sur la sécurité périmétrique. Donc, le cloud, c'était le début, mais voilà. Et donc, à l'époque, les bonnes pratiques, c'était de dire, écoutez, on va mettre deux couches de firewall et on va mettre des VLAN, on va mettre de la segmentation, on va mettre du WAF, on va mettre tout ce que tu veux. On va blinder au maximum et comme ça, l'attaquant, il pourra pas accéder. La réalité fait que malgré le fait d'avoir tous ces équipements-là, toutes ces solutions, un antivirus sur le poste de travail, etc., malgré tout, il y a des attaques qui réussissaient. Et donc, dans l'industrie, il y a eu vraiment un changement de paradigme où on s'est dit, oui,
investir énormément sur les méthodes de prévention, ok? Mais il faudrait aussi investir sur les solutions et les méthodes d'investigation et de réponse à incidents. Parce que la question, ce n'est pas si on va se faire attaquer, mais la question, c'est quand. Et quand cela va arriver, il faut pouvoir détecter l'acteur malveillant le plus rapidement possible au sein du système d'information et prendre des mesures adéquates. Donc aujourd'hui, dans l'industrie, tu vas avoir ce shift-là. Par exemple, quelque chose qui était tout à fait indispensable il y a 10 ans quand j'ai commencé la cybersécurité, c'était d'avoir un antivirus qui soit à jour, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas assez parce que les attaques sont de plus en plus sophistiquées et il faut pouvoir retrouver les signaux faibles au sein du système d'information qui permettent de définir ou en tout cas de déterminer qu'il y a un élément ou un acteur malveillant qui est au sein du système et pouvoir prendre des actions en ce moment-là. Donc oui, malheureusement, moi j'ai été confronté parce que j'ai été consultant avant d'arriver aujourd'hui au poste un peu technico-commercial. On pourra peut-être en parler de ce que je fais aujourd'hui chez Microsoft, mais en tout cas j'ai été confronté à ces situations-là où voilà, malheureusement le système d'information en lui-même était arrêté. Et je me rappelle d'une autre attaque aussi qui a fait beaucoup de bruit, qui était Stuxnet. Peut-être que tu en as entendu parler, qui était en Iran. C'était une attaque qui ciblait euh, justement les centrales nucléaires qui étaient sur place. Par contre, là, c'est une attaque qui était extrêmement sophistiquée. Et peut-être que si ça intéresse les personnes qui regardent, elles pourront aller regarder. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de mettre à mal le programme nucléaire de l'Iran. Et je pense qu'ils ont quand même réussi à les mettre en retard de quelques années. Mais pareil. Donc, il y a vraiment des cas comme ça. Évidemment, il y a d'autres incidents qui arrivent dans les entreprises qui veulent pas forcément beaucoup les ébruiter, donc qui restent, on va dire, un peu sous radar. Je te parlais aussi quelque part des personnes qui vont définir les stratégies de façon globale, donc au niveau des entreprises, mais ça existe aussi au niveau des États. Donc en France, par exemple, on parle de l'ANSSI, qui est là aussi pour aider les entreprises du secteur public lorsqu'il y a des problématiques, et aussi de proposer les bonnes pratiques. Et au niveau européen, donc il y a aussi eu la RGPD, peut-être que tu en as aussi entendu parler, qui est le règlement général de protection des données au niveau européen, qui aussi met en place un certain nombre euh, de on va dire, de recommandations qu'il formule et qui fait qu'aujourd'hui, si vous avez un acteur bancaire ou en tout cas qui traite les données à caractère personnel des usagers qui sont présents au sein de l'Union européenne, donc ça, ils sont obligés d'informer ces organismes-là lorsqu'ils ont des problèmes de cybersécurité. Donc, je pense que ça permet de façon globale, en tout cas, à nous tous, citoyens, ou en tout cas aux personnes qui vivent au sein de l'Union européenne, d'avoir cette garantie-là quelque part que si jamais il y a une brèche demain, que au moins l'entreprise va faire appel aux services étatiques qui mettront les moyens pour essayer de l'aider à résoudre le problème. En parlant un peu de tout ça, je pense que ça donne envie. Et pour quelqu'un aujourd'hui, en 2024, qui souhaiterait se lancer dans la cybersécurité, qui souhaiterait avoir cette carrière-là dans la cybersécurité, quelles sont déjà, en termes de possibilités d'évolution, les trajectoires, les différentes possibilités de trajectoire de carrière, et surtout, par où commencer pour pouvoir attaquer ces first steps dans le domaine? C'est une excellente question. Moi, ce que je souhaiterais dire à toutes ces personnes-là, c'est ne voyez pas l'image du hacker qui a son hoodie, qui est caché dans une cave où il y a pas de lumière et qui a des lignes de code. Il y a différents métiers aujourd'hui en matière de cybersécurité. Donc déjà, foncez. Foncez parce que je pense qu'on en aura de plus en plus besoin des spécialistes. D'ailleurs, la demande, elle est là. Les statistiques le prouvent. Toutes les entreprises aujourd'hui cherchent à recruter, on va dire, des ingénieurs ou des personnes qualifiées en matière de cybersécurité. Donc, c'est l'un des domaines qui est le plus en tension dans le monde. Donc, si en 2024, même si vous n'avez pas nécessairement eu une formation technique de base, on va dire en cybersécurité, vous avez toujours la possibilité de vous lancer. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pour se lancer, aujourd'hui, vous avez des formations publiques qui existent. Vous avez des certificats pour ceux qui ont, on va dire, une certaine base déjà où ils peuvent se lancer. Je pense par exemple à la CISSP, qui peut-être
voilà, c'est pour les personnes qui ont un certain nombre d'années d'expérience, mais vous avez la version associate qui fait que même si vous n'avez pas les 5 ans d'années d'expérience requises, vous pouvez quand même passer la formation qui vous permettra d'apprendre beaucoup sur les bases de la cybersécurité et par la suite d'aller postuler dans une entreprise. Moi, je pense qu'il ne faut pas rester bloqué sur le diplôme. Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même beaucoup, on va dire en France et je pense dans les pays francophones de façon générale. Mais je pense que tout le monde peut se lancer aujourd'hui. Et comme je le disais, il y a plusieurs métiers. Donc, vous pouvez être chef de projet, vous pouvez être même dans le marketing, hein, c'est possible au niveau des éditeurs. Vous pouvez être un ingénieur support, donc qui va essayer de résoudre des problèmes techniques qu'il peut y avoir sur les équipements de cybersécurité. Pour les personnes qui aiment bien, on va dire, les challenges dans le sens où essayer vraiment de comprendre comment un site web il fonctionne, quelles sont les vulnérabilités et pouvoir les craquer. Donc là, vous avez aussi des personnes qui peuvent se lancer dans le pen test. Donc ça nécessite forcément des compétences, on va dire, techniques un peu plus poussées. Mais je dirais aujourd'hui, vraiment dans le métier, vous avez la gouvernance, vous avez des métiers un peu plus techniques. Et au sein d'une entreprise aujourd'hui, comme je vous le disais, tout le monde en aura besoin. Donc que vous soyez technique ou un peu moins. Et en termes de trajectoire d'évolution, vous pouvez être responsable de la sécurité du système d'information d'une entreprise, vous pouvez être le CISO, et puis ça peut même aller, moi j'ai vu des gens qui étaient CISO, et aujourd'hui, vu que la cybersécurité, c'est vraiment un élément essentiel de tout système d'information, donc c'est des personnes qui sont très souvent, au lieu d'être rattachées directement au DSI, moi j'ai vu des organisations où ils sont rattachés directement au CIO. Et donc, ce qui fait que ça permet de prendre énormément d'ampleur, comme on le dit, et puis ça ouvre les portes. Hein. Moi, j'ai vu des ciseaux qui, après, sont devenus directeurs généraux dans certaines boîtes. Donc, c'est pour vous dire que le mouvement, il est possible. Moi, à la base, j'ai un diplôme d'ingénieur télécom. Donc, encore une fois, ça, je pense que, j'espère en tout cas que ça va vous donner aussi, en tout cas, vous montrer que c'est possible et que on n'a pas forcément besoin d'avoir un diplôme de hacker ou d'ingénieur en sécurité pour pouvoir faire le métier. Et je sais qu'aujourd'hui, toi, tu as une casquette de, j'ai pas envie de dire technico-commercial chez Microsoft, mais c'est un peu ça, parce que tu touches à la technique, tu es quand même CSSP, qui n'est pas du tout rien dans la sécurité. Donc c'est quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui est certifié CSSP, c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans la sécurité. Et en même temps, je pense qu'au quotidien, ton job ne va pas être sur du pen test ou bien sur la mise en place de règles de firewall. Donc concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien et c'est quoi, ça ressemble à quoi le fait de travailler chez Microsoft dans la sécurité? Alors moi, en fait, c'est en 2016 que j'ai vraiment fait le virage pour rejoindre le milieu des éditeurs. Donc en 2016, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle toujours d'ailleurs RSA Security, qui était une filiale de Dell EMC. Et j'avais rejoint pour être un système ingénieur, donc un ingénieur avant-vente. Et en fait, un ingénieur avant-vente, ce qu'il fait tout simplement, c'est d'expliquer euh, le côté, la valeur technique d'une solution. Ok, donc chez RSA, moi j'étais plutôt spécialisé sur, on va dire, la gamme de produits qu'on appelait threat protection, donc détection et protection contre les menaces. Et donc mon travail au quotidien à l'époque, c'était de faire des présentations techniques où on expliquait quelles étaient les différentes fonctionnalités qui étaient disponibles, de faire des démos et montrer voilà notre solution, comment elle fonctionne, de répondre aux appels d'offres, toutes les questions techniques qui peuvent être posées, de faire des POC, donc Proof of Concept, où on va déployer notre solution au sein de l'environnement du client pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et par la suite faire une restitution. L'objectif final étant de démontrer au client que notre solution est la meilleure qu'il lui faut, sachant bien sûr, il y a la compétition sur le marché, et permettre justement à ce que ce client-là puisse choisir notre solution. Donc ça, c'est ce que j'ai fait chez RSA, on va dire pendant 2 ans. Et par la suite, j'ai été appelé par Microsoft pour faire à peu près la même chose. Et donc, ils m'ont appelé pour venir. Du coup, j'ai passé l'entretien, mais j'avais pas cette expertise-là sur les produits Microsoft. Mais j'avais un bagage technique qui était intéressant parce que j'avais travaillé sur le Maroc, sur les firewalls, j'ai travaillé chez RSA, etc. Euh, et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Microsoft en 2018, toujours comme ingénieur avant-vente. Donc, le métier en lui-même, il était à peu près similaire.
Donc, faire des présentations techniques aux clients, expliquer réellement comment la solution elle fonctionne, faire des POC, faire des démos, etc. Et donc, j'ai fait ça pendant 4 ans au sein de Microsoft France. Et il y a 2 ans de cela, j'ai eu l'opportunité de rejoindre notre COP, donc le siège, entre guillemets, si on veut, avec comme mission d'aider les partenaires stratégiques Microsoft à travers le monde à développer des offres de services basées sur les technos Microsoft. Donc, moi, aujourd'hui, mes journées, c'est à peu près pareil, mais sauf que au lieu d'avoir cette interaction directement avec les clients, je les ai avec les partenaires, où je les explique au travers de démos, de présentations, etc., quelles sont les nouvelles solutions que Microsoft met sur le marché, et de réfléchir avec eux sur comment eux, ils peuvent construire leurs offres de services basées sur les technologies Microsoft. Donc, c'est beaucoup de présentations. Donc, vu qu'aujourd'hui, j'ai un poste, on va dire, un peu régional, global, donc ça va être des échanges avec des personnes à travers le monde, donc que ce soit en France, aux États-Unis, ou côté APAC, etc. Et donc, c'est des présentations techniques, c'est des démos, c'est des explications, c'est les installations aussi, et souvent, c'est du troubleshooting. Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais ça marche pas forcément du premier coup. Et donc ça, c'est aussi une compétence qu'on développe au travers des années. Et ben, lorsqu'il y a des problèmes, avec le bagage qu'on a pu accumuler, on arrive à avoir, on va dire, des facilités à trouver des solutions. Donc, C'est super intéressant. Il y a un dernier volet qu'on évoque souvent dans Yellow Voice, c'est la partie rémunération et salaire. Donc aujourd'hui, de façon générale, dans la cyber, comment est-ce que ça se situe en termes de rémunération, sachant que je sais que c'est un secteur en tension, il n'y a pas assez de profils et qui peut aussi être un facteur de négociation justement pour des gens qui vont dans ce domaine-là. Comment est-ce que un jeune peut se positionner, un moyen jeune et aussi un senior en fonction des évolutions de carrière? pour un jeune diplômé, je pense que ça doit pas être le critère le plus important lorsqu'on choisit le métier ou l'offre ou le job qu'on a envie de faire. C'est important, mais c'est pas forcément l'élément indispensable, ou en tout cas sans lequel, par exemple, si t'as pas allez, un cas de plus, tu refuses le job. Moi, je pense que c'est plutôt le package qu'il faut considérer. Moi, je peux vous parler de façon transparente. En 2012 ou 2013, je me rappelle plus exactement, lorsque je suis arrivé en France avec un bagage de 3, 4 ans déjà d'expérience que j'avais. Donc moi, j'ai commencé à 40K à l'époque, ce qui est en France aujourd'hui, si vous regardez les salaires, qui est quand même un salaire tout à fait raisonnable. Après, quand je suis arrivé, j'ai vu que en fait, il y a toutes les fourchettes de salaire qui sont disponibles en fonction de l'expertise de la personne. Donc moi, j'ai vu des gens qui gagnaient 100K, moi j'ai vu des gens qui gagnaient 150K. Donc en fait, voilà, vous avez cette fourchette là qui est là. Et pour un jeune diplômé avec un bac plus 5 et qui a, on va dire, une certaine expertise en réseau, en sécurité, en identité, en cloud, etc. Je pense que ça, c'est un salaire qui est tout à fait raisonnable, sachant que vu que c'est un secteur en tension et que vous avez fait votre réputation, parce que ça aussi c'est important. Donc là, vous allez avoir des sociétés qui vont venir vous voir, qui vont essayer de vous déboucher, et donc vous allez très facilement pouvoir augmenter votre salaire. Donc voilà, c'est ce que je peux dire là. Moi, je suis arrivé à 40K. Quand je suis arrivé, j'avais eu l'impression que j'aurais pu avoir un petit peu plus, mais j'ai pris le travail qu'on m'avait offert. Donc j'ai fait le maximum, j'ai développé mon expertise là-dessus, et après, bah, très facilement, en changeant de boîte, on peut augmenter son salaire. Et maintenant qu'on arrive un peu vers la fin du podcast, moi j'aimerais qu'on fasse un peu ce petit travail de synthèse. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais, en tout cas s'il y a trois grands messages que tu voulais passer à travers cette émission, quels seraient les trois messages importants à retenir? Donc moi, ce que je dirais, c'est foncer, euh, prenez des risques. Et surtout, faites en sorte, lorsque on vous confie un travail,
de le faire de façon consciencieuse, parce que on ne sait jamais sur qui on pourra tomber demain, et on ne sait pas aussi quelles sont les personnes qui pourront nous aider à avoir des opportunités meilleures demain. Merci beaucoup, Samba. Merci énormément. Je pense que ce podcast-là a été très important pour beaucoup de personnes qui découvrent le domaine de la cybersécurité. En tout cas, je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire de la vidéo et on verra justement comment on peut vous aider à répondre à toutes ces questions-là. En tout cas, merci énormément encore une fois de plus et je te souhaite vraiment beaucoup de courage et beaucoup de chance, beaucoup de bonheur pour la suite. Et en tout cas, c'est fait un plaisir de t'avoir en tant que guest pour l'émission d'aujourd'hui. C'était un plaisir vraiment partagé, et merci à toi pour l'invitation, et merci à toutes les personnes qui vont nous écouter. Et oui, si je peux aider, si nous pouvons aider, n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, ce serait vraiment avec grand plaisir. Donc merci à vous et prenez bien soin de vous.